réalisation de Studio Machiavel. Vous écoutez Né pour un gros pain, le balado sur l'entrepreneuriat québécois. Chaque épisode, nous recevons un nouvel invité provenant du tissu entrepreneurial québécois pour parler de son expérience d'affaires au Québec. Il a pris l'entreprise, puis il a fait crack, là. Notre mission est d'aider les entrepreneurs québécois à réaliser qu'ils sont plus québécois qu'ils le pensent. Tu dois être une personne, par contre, qui aime les risques. Tu peux essayer des trucs, puis que ça va peut-être pas le jeu. Les dragons, nous, c'est un peu la plus grosse joke de l'année. Dans 5 ans, ce qui est une innovation verte aujourd'hui va être une norme. Ici, nous croyons fermement que le Québec a faim de succès. Pour ce 14e épisode, nous recevons Paul Brisset de la microbrasserie Alchimiste, fier producteur de bière de Joliette et de la Naudière depuis 2001. Nous discutons des réalités du repreneuriat, de l'expérience du mentorat vu du mentor et l'importance de s'entourer d'esprits jeunes et vifs. Pour ce faire, voici vos co-hôtes. Hamza Garnati, stratège authentique, et Louis Palacio, entrepreneur idéaliste. Alors, bienvenue à un nouvel épisode du balado Né pour un gros pain. Aujourd'hui, on reçoit Paul Brisset des compagnies de bière Alchimiste Brasserie, mais il y en a plusieurs. Il y a aussi Vilain Brasseur et beaucoup plus. Donc, merci Paul d'être avec nous. Ça fait plaisir, les gars. Ouais. Merci Hamza aussi de te joindre à moi. Cheers pour cet bel épisode. Je pense que c'est le bon mois pour prier pour cela. Yes, exactement. Parce qu'on a même les produits avec nous, donc d'Alchimiste et de Vilain Brasseur ici en plus. Très nice. Très bon en plus. Très bon, plus valide. Merci. Donc, sans plus attendre, on aime bien commencer nos balados avec une question fatidique qui brise la glace. Donc, on veut savoir quel type de pain es-tu, Paul? Bien sûr que vous allez poser cette question. En réfléchissant à cette question, je dirais que je suis le pain 12 céréales. Pourquoi? Pour différentes raisons. Je pense que, naturellement, je suis un gars de bière depuis 23 ans maintenant déjà. Fait que qu'on utilise la céréale, des céréales pour faire les bières. Et aussi parce que, je dirais que je suis un gars polyvalent. Tu sais, je fais plusieurs choses. Oui, je suis un entrepreneur, puis on va en discuter aussi. Mais, puis, tu sais, je fais autant de la bière, mais maintenant, j'ai des entreprises dans d'autres choses. Puis, tu sais, je fais du coaching. Fait que je touche à plusieurs choses. Fait que c'est pour ça que je trouve que le pain 12 céréales, ça me va bien. Non, c'est un très bon choix. Puis justement, tu parles de tes nombreux projets, etc. Ça paraît qu'en te voyant, la bière est en toi. Là. C'est vraiment c'est une passion. Et justement, parle-moi un peu justement on a parlé de l'alchimiste, on a parlé des vilains, on a aussi parlé maintenant de Broken Seven. Parle-moi justement un peu de c'est quoi justement les 3 différents projets que tu sors en ce moment. Ça date, si je peux faire un peu une petite historique pour que vous compreniez, là, parce que tu sais, comme quand on voit les canettes, on pense pas qu'il y a un lien, puis je pense que c'est prévu comme ça. Là, c'est pas it's not about me, là, l'important, c'est les produits. Fait que moi, j'ai commencé à la bière, comme je disais tantôt, depuis plus d'une vingtaine d'années. J'ai travaillé pour les grandes brasseries, mais je suis devenu un entrepreneur il y a maintenant un peu plus d'une dizaine d'années. J'ai parti... je faisais de la bière à contrat chez une brasserie, mais j'ai parti le projet Broken Seven en 2012. Okay. J'avais une petite brasserie dans Griffintown qui s'appelait la compagnie de bière Brisset. Puis, on a développé ça. Puis, au fil des années, on a fait brasser par d'autres. On a essayé d'autres produits et tout ça. Puis, moi puis mon associé dans Vilain Brasseur, Stéphane, on est allé à Brooklyn en 2017. Puis, on a fait un voyage. Puis, je me disais qu'il n'y avait pas de bière comme ça au Québec. J'ai vraiment eu une révélation. Puis, c'est là qu'on est venu le projet Vilain Brasseur. On voulait faire des IPA qu'on appelle modernes, plus juteuses, puis avec des étiquettes quand même plus flashantes, mais qui sont faciles à comprendre avec des univers particuliers. Fait qu'on a fait ça, mais on n'avait pas de place pour la brasser. Fait qu'on j'ai eu la chance de rencontrer l'ancien propriétaire d'Alchimiste Microbrasserie à Joliette. Puis on a fabriqué, on appelle ça faire de la brasse à contrat. On a fabriqué en partenariat avec eux pendant 2 ans. Puis l'ancien propriétaire était tanné de faire ça. Il était rendu à 60 ans, fait qu'il voulait passer à d'autres choses. Fait que moi, j'ai levé la main, puis, parce que je suis tombé en amour avec cette usine-là qui est très bien faite. Puis, c'est ça, fait que j'ai eu la chance de reprendre l'entreprise en 2019 d'Alchimiste. Puis là, on a fait plein de choses. Fait que là, c'est pour ça que il y a ces produits-là qui se côtoient maintenant dans les épiceries, mais qui ont quand même, c'est des produits complètement différents, des brands complètement différents, puis des plateformes différentes. Puis, c'est ça. Ça fait que... c'est ça. C'est qu'aujourd'hui, c'est pour ça qu'on est rendu avec ces produits-là qui se côtoient, si on veut, dans la même maison. Donc, pas juste entrepreneur, mais repreneur en plus. Ouais. Puis, on top of that, en plus, si on retourne plus loin en arrière, tu as un background en business aussi. Donc, tu as brassé des affaires depuis longtemps. Bien dit. Oui, bien dit. Oui, écoute, j'ai travaillé
au marketing pour Coors Light au fin des années 90. Là, les gens oublient, j'aime ça répéter, dire ça, mais les gens oublient que Coors Light, il y a 20 ans, il n'y a personne qui en buvait au Québec. Puis les gens disaient, c'est de la light, ça se vend pas, tout ça. Puis nous, on a changé l'image. J'étais au début de la vingtaine, fait qu'on a changé l'image, on l'a rajeuni, puis j'avais du gros fun. On faisait quelques parties. Puis je travaillais pour une marque qui me ressemblait, fait que c'était bien le fun. Puis après ça, on m'a demandé de refaire toute la stratégie qu'on avait faite, puis l'exécution, de refaire ça en Colombie-Britannique. Fait que j'ai été transféré à Vancouver pour 3 ans, tout refaire. Puis j'étais marketing manager pour Coors Light, c'est ça, pour la Colombie-Britannique. Fait que on a tout revampé, excusez l'expression, mais revampé toute la stratégie. Puis après ça, j'ai été approché par Heineken, puis je suis devenu directeur du développement des affaires pour l'Ouest canadien, basé à Calgary, pour Heineken. J'étais rendu à 30 ans, puis moi, ma deuxième bière, c'était la Heineken. Je buvais tout le temps de la Coors Light, mais je buvais de la Heineken, puis j'étais chanceux d'être approché parce que j'écoute de la musique électronique, l'international, je voyage partout. Fait que j'ai commencé ça. C'était quand même pas un trop dur défi parce que des années 2005, si on se rappelle, 2005-2006 en Alberta, c'était le boom du pétrole. Ouais. Comparativement à aujourd'hui où ils ont plus de difficultés. Là. Fait que dans ce temps-là, tout le monde avait de l'argent. Fait que c'était dis-moi sur quoi je devrais dépenser de l'argent. Fait que c'était le fun, on a fait une plateforme d'événements, de DJ, puis tout ça. Fait que, puis je voyageais partout. Fait que c'était super. Puis j'ai eu la chance de faire un MBA aussi pendant que j'étais là-bas. Fait que c'est ça. Fait que j'ai quand même... T'as pas chômé, hein? Non, c'est ça. Mais j'ai eu du fun quand même en faisant tout ça. Non, mais c'est vraiment cool parce qu'à travers ton histoire, on peut vraiment voir qu'il y a une grande corrélation entre l'identité, vraiment, dans le sentiment d'appartenance que tu as envers la marque et vraiment qu'est-ce que tu consommes et aussi ton lifestyle en général. Exemple, à travers tes expériences professionnelles que tu as eues avec Heineken et aussi, on parlera aussi de Red Bull, et maintenant à devenir justement mentor, etc. Non, avec les 3 marques que tu as, c'est quoi justement l'identité de Paul Brisset à travers avec ces 3 marques-là? Bien, excellente question. Mais je dirais que, où je me positionne maintenant, c'est comme, je suis propriétaire de la microbrasserie à Joliette, puis, je veux, nous, ce qu'on veut faire avec ces bières-là, c'est quand même vulgariser, si on veut, la microbrasserie ou démocratiser. Je pense qu'elle le fait. Là. Je pense que le marché, il y a de plus en plus de buveurs de microbrasserie, mais on veut continuer à éduquer les consommateurs sans prendre des termes trop poussés. Des fois, on se perd, là, on entend, puis cette bière-là. Fait que là, les gens, ils comprennent pas vraiment. Fait que nous, on veut faire ça. Fait que je veux le faire au travers des produits, oui, qui me ressemblent, parce que il y a un peu d'art, il y a des sports, il y a un everyday beer que j'en appelle avec Alchimiste, mais aussi, puis on en parlera peut-être plus tard, mais on vient de bâtir un gros salon de dégustation à même l'usine de 47 places, sans COVID, mettons, avec une vitre sur la brasserie. On va faire des visites de brasserie. Fait que moi, comme ce que je veux faire, c'est vraiment ça, c'est amener des gens, c'est éduquer, parce que l'industrie de la bière, ce qui est le fun, c'est le fun. L'industrie de la bière, oui, c'est de la business, mais en même temps, on vend du plaisir. Comme je dis souvent, on ne fait pas des rideaux de douche ou on ne fait pas des chaises en plastique. On fait de la bière, c'est un produit qui parle beaucoup aux gens. Les gens ont une opinion autant sur le liquide que sur l'étiquette, qui leur parle ou non. Intéressant. Puis, si je conclue un petit peu la section comment tu gagnes ton pain, là, on va continuer après, mais c'est quoi exactement tout le breakdown? Donc, je comprends bien, Vilain Brasseur, Broken Seven, Alchimiste. Tu peux nous en parler un petit peu plus de chacun? Oui, Alchimiste, c'est quand même une bière qui fait 20 ans qu'il existe, une brasserie qui fait 20 ans qu'il existe maintenant. Puis, elle a eu... moi, je suis le 3e propriétaire, le 3e... c'est ça, 3e époque de propriétaire. Puis, dans les dernières années, elle avait été laissée un peu, elle était devenue un peu plus commerciale, tout ça. Puis, elle avait été un peu oubliée, si on veut, des consommateurs. Fait que nous, ce qu'on a voulu faire avec, si on voit, là, je pense, le branding, là, ce qu'on a voulu faire, c'est la moderniser. Fait qu'on a revu un petit peu les recettes. On a tout gardé le core des recettes, mais on les a modernisées. Puis, au niveau du branding, c'était important de mettre un gros A pour que les gens le reconnaissent. Parce que nous, on appelle ça le choix rassurant. Ça fait 20 ans que ça existe. C'est une microbrasserie qui a fait ses preuves. C'est des bonnes bières bien faites, puis à prix abordable. Fait que Alchimiste, c'est un peu ça. Vous n'avez pas tout brisé pour recommencer. Il y avait des bonnes bases. Oui, tout à fait. Nous, on entend souvent à la Boc de Joliette, j'ai commencé à boire la microbrasserie avec ça. Il y a beaucoup. Pour vrai, ça m'a surpris le nombre de gens qui nous disent ça. Fait que, c'est le fun d'entendre. Fait qu'Alchimiste, il y a une notoriété
partout au Québec. La Naudière, c'est sûr, mais mais partout au Québec, parce que on a déjà eu plus de 1200 points de vente. C'est connu, ça fait longtemps que ça dure. Fait que, il y avait un attachement émotionnel à cette marque, je pense, qui avait été un peu laissé aller dans les dernières années, là, qui naviguait un peu. Fait que là, on a redonné un petit oomph. Puis jusqu'à date, la réponse est super bien. On a repris nos points de vente, les consommateurs nous écrivent, les gens comprennent ce qu'on fait. Fait que, puis dans cette gamme-là aussi, avec ce brand, on a créé un brand qui s'appelle Brasser la Naudière, là, qui est avec en collaboration avec des producteurs locaux de la Naudière. Fait qu'un ingrédient pour un producteur. Fait que c'est le fun. Ça nous fait des super beaux liens avec les producteurs de la Naudière qui font des excellents produits. Là. C'est une belle région qui est juste à côté de Montréal, mais qui gagne à être connue. Et fait que dans le chimiste, c'est ça. Puis c'est beaucoup, comme j'ai dit un peu tantôt, la brasserie puis les visites de brasserie on veut que les gens viennent nous voir. Dans Broken Seven, pourquoi ça a été, Namza, t'en as parlé un peu tantôt, j'ai toujours eu des brands qui me ressemblaient. C'est drôle. Puis Broken Seven, quand on l'a lancé, moi, j'étais un gars de sport aussi. Fait qu'on a sorti un brand sport. Avant, c'était dans une bouteille 500 ml, une longue bouteille, pour ceux qui s'en rappellent, là, avec un gros logo. C'est un brand qui est plus orienté pour, moi, je suis souvent autant le sportif que celui qui en regarde. Fait que c'est ça. Fait que là, on a sorti 4 canettes, 5e canette dernièrement. Puis, c'est ça. Fait qu'on on développe une plateforme là, c'est pour l'amateur de sport puis l'amateur de microbrasserie. Fait que des bières faciles à comprendre. Il y a quand même plus d'IPA. C'est des IPA quand même faciles à boire. Avec une blonde, la classique, qui est la première qu'on avait lancée. Puis, comme je disais un peu tantôt, Vilain, c'est chaque bière. C'est des IPA modernes qu'on appelle. Là. Fait que c'est un peu plus juicy. C'est quand même crisp aussi comme produit. Mais aussi, les bières, c'est des univers, comme on voit. Comme Hamza, tu bois la California. C'est facile à reconnaître. Tu as une émotion quand tu le vois. Puis, fait que c'est ça. Fait que chaque bière est un univers, mais c'est majoritairement des IPA. Je le dis souvent. On pourrait parler des styles de bière éventuellement, mais moi, je suis souvent à l'IPA, c'est The New Blonde, parce que les gens, si tu es une blonde, d'habitude, tu vas prendre une blonde de bière de macro, là, la Heineken, la Sleeman, whatever, sans les nommer. Là. Mais tu veux de la micro, tu vas prendre de la IPA. C'est un peu, je vulgarise un peu, mais on le voit. Fait que là, il y a beaucoup de... Le type de produit IPA est très, très en croissance. Fait qu'on en fait quand même. On l'aime, puis ça revient à ça. Autant j'aime les brands, mais j'aime les produits. Moi, j'étais un gros fan de IPA, de Stout. Fait que, that's it. Okay. Non, mais puis ça justement, maintenant, on va passer à la prochaine section maintenant du canic, mais enfin, l'argent du beurre, désolé. Mais tu parles exactement d'un point flagrant qui est justement la croissance du IPA au Québec. Et vraiment, c'est vraiment ce sentiment d'appartenance. Là, on parle de sentiment d'appartenance, de ta perspective en tant que fondateur, justement. Mais maintenant, pour les clients qui ont la bière, voici la bière de ma région, voici la bière de ma prédilection. On peut quand même dire que la bière au Québec, c'est le nouveau vin. En fait, la bière, c'est le vin du Québec. Donc, par rapport à ça, comment tu vois d'une perspective plus de façon producteur et d'une perspective externe, la croissance émergente justement de la culture du IPA, mais vraiment aussi qu'il y a un sentiment d'appartenance à travers ça? Ben oui, maintenant, on est rendu à 270 brasseries, puis autant il y en a qui disent, il y en a beaucoup qui vont fermer, mais moi, je dis en plus, non, il va y en avoir 400 dans 5, 6, 7 ans, parce que, justement, tu dis que c'est le vin, mais on dit aussi que c'est le perron d'église moderne, les microbrasseries. Fait que c'est là que les gens se rencontrent dans chaque région. Il y a quelques années, chaque petite ville avant avait un dépanneur avec un club vidéo, là, avec les petits, avec les velcro. Mais pour vrai, on rit, mais maintenant, cette section-là a été remplacée par une section de bière de microbrasserie. C'est vrai. Puis les dépanneurs, oui, ils veulent des micros d'un partout au Québec, mais de plus en plus, ils prennent des micros de leur région parce que la consommation hyper locale. La consommation locale, c'est de plus en plus en vogue. Ouais, mais maintenant, hyper local, de sa région. Fait que moi, je vois ça, oui, c'est ça, il y a un sentiment d'appartenance. Il y a encore du travail à faire pour que les gens les connaissent. Je pense que les consommateurs sont de plus en plus éduqués. Le rôle des médias sociaux n'est pas à négliger là-dedans. Je pense que nous, dans notre industrie, on n'en parle pas tant que ça, mais comme souvent, moi, quand j'ai commencé, pour convaincre quelqu'un de boire de la Coors Light, il fallait que j'aille au bar. Puis il fallait que j'en donne une. Mais maintenant, tu vas sur Instagram ou sur des groupes Facebook de buveurs de bière, que les gens postent leur bière qu'ils boivent. Fait que là, toi, ça devient ta référence. C'est vraiment ça. C'est pas des influenceurs en tant que tels, mais c'est des gens qui boivent des bières. Puis fait que là, t'hésites moins à aller à l'épicerie ou au dépanneur puis acheter ta bière. Mais c'est vrai parce que c'est un peu une culture de hipster.
C'est vraiment un peu ça, ah ouais, c'est ma bière. Ah, tu connais pas l'IPA. Tu fais un peu dur. Non, mais ils sont c'est un peu contents ça, de la live. découverte. C'est Ouais. de la découverte aussi. Fait que, tu sais, c'est pour ça que maintenant, tu sais, le Québec, à chaque année, là, c'est exponentiel la croissance ou le développement de Ouais. l'industrie. Tu sais, maintenant, tu as des brasseries comme Messorem, comme Bas-Canada, puis Brewski dans le Vieux-Port qui font des lancements, puis il y a des line-up. Mais tu sais, ça, il y a 3 ans, ça se voyait pas au Québec. Et maintenant, pas à tous les fins de semaine, mais ça commence à se voir parce que, justement, il y a un effet de rareté, il y a des produits encore plus recherchés, il y a des mélanges de saveurs Ouais. qui se font, il y a des collaborations de brasseries. Mais les gens sont de plus en plus éduqués par rapport à ça parce qu'ils ont vu ce qu'ils faisaient ailleurs. Puis là, ben, nous, on s'est amélioré aussi dans la qualité des produits qu'on vrai. fait. Fait que c'est une industrie qui est en évolution rapide. Ouais. Fait que c'est le fun. Tu sais, fait que c'est le fun à faire partie de ça parce que c'est oui, c'est complètement différent qu'il y a 20 ans quand j'ai commencé, mais moi, je suis encore plus excité de faire partie de puis de voir ce qui s'est en train de se développer devant nous. Parce que c'est rendu au point que maintenant, les macro-brasseurs, exemple, je prends récemment la campagne de Boréal, qui ont justement reconnu les microbrasseries, qui sont rendus que les microbrasseurs, maintenant, essaient de s'impliquer dans la culture de la microbrasserie. Est-ce que souvent, justement, tu vois, il y a un clash entre les macrobrasseurs et les microbrasseurs? Ben, un clash, oui et non. Parce que les macros, c'est, au sens pur du terme, c'est Molson, Labatt, Sleeman. Boréal, puis RJ, mettons, la Belle Gueule et la Saint-Ambroise, tout ça, tu sais, c'est un peu dans le milieu. Nous, alchimistes, on était comme... Moi, je dis, il y a 4 paliers, là. Fait que comme je dis, il y a le premier avec les 3 premiers, j'ai dit. Après ça, il y a un deuxième avec Boréal et RJ. Après ça, il y a nous, puis il y en a 5-6 autres. Puis après ça, tu as les petits. Parce que, tu sais, une microbrasserie, le terme est un peu galvaudé, si on veut, parce que tu peux avoir le Helm, c'est à rue Bernard, qui est un brew pub, qui vend quasiment juste sur place. Ou tu as une microbrasserie. Boréal, au sens pur du terme, Boréal est encore une microbrasserie. Fait que c'est Il y a sûr des niveaux que... à ça. Ben, pardon? Il y a des niveaux à ça. Ben, tu sais, ils sont pas officiels, là, mais tu sais, c'est comme, il faut quand même les reconnaître. Fait que Boréal fait un très bon travail justement, ils ont fait des collaborations avec d'autres brasseries, ils ont refait leur image de marque, tu sais, ils ont fait des super beaux produits, vraiment craft, là, qu'on appelle ou artisanal, tu sais, fait que eux, ils sont, puis comme nous, on le fait aussi, on s'est rapproché, si on veut, du consommateur local, si on veut. Puis, mais à ton point, moi, je dirais plus, c'est Molson et Labatt. Comment ils l'ont reconnu, c'est qu'ils en achètent. Molson a acheté Trou du Diable, a acheté Brasseur de Montréal, Labatt a acheté Archibald. Il y a des gens qui ne voient pas ça. Ils comprennent, ils pensent juste que c'est de la bière de micro, mais maintenant, ça appartient à des grandes brasseries. OK. Ça, tu les vois plus comme des collaborateurs que des compétiteurs dans le marché de la microbrasserie, si on veut? Ben, ça dépend lesquels. Mais moi, j'aime ça travailler. Nous, on vient de lancer une association de microbrasseries dans la Naudière. On est maintenant à 16 microbrasseries, puis la majorité, ils ont toutes en bas de 3 ans. C'est toutes des jeunes brasseries. Fait que j'ai participé avec l'idée ça un peu de ce projet-là pour qu'on se mette ensemble puis que justement on se fasse connaître. Ça va s'appeler l'anneau bière. Puis pour que c'est un peu Concept. cheesy, mais c'est facile à reconnaître. Fait que là, maintenant, on va faire on a une image de marque puis tout ça. Mais tu sais, il y en a qui disent c'était compétiteur. Mais moi, je vais dire oui, mais non. C'est-à-dire, si on a encore beaucoup d'éducation à faire pour que les gens boivent de la bière de microbrasserie. Tu sais, oui, ça développe. Tu sais, on va dans les épiceries, les sections sont de plus en plus grandes. Là. Si vous allez au IGA maintenant, il y a 400 sortes alors qu'avant, il y en avait une dizaine. Tu sais. Fait que moi, je pense qu'on a tout à gagner à se regrouper, puis à se faire connaître, puis justement à faire des collaborations, puis à développer, puis à éduquer encore plus les consommateurs sur les qualités de nos produits. Tu sais. Puis au final, c'est ça qui va faire grossir aussi le mouvement puis amener plus de popularité qui va shine sur vous. Anyway. C'est ça. Moi, je pense que c'est ça. C'est une pensée long terme. Je pense que c'est une pensée moderne aussi de penser comme ça, parce que puis la microbrasserie, c'est beaucoup de camaraderie. Les brasseurs collaborent beaucoup ensemble sur la fabrication, ils s'entraident beaucoup là, pour être sûr que, justement, en fait, c'est toute l'industrie, on veut offrir des bons produits. Après ça, ça sera sur les tablettes que la bataille se gagnera, mais après ça, mais en même temps, on est tous gagnants à ce que notre industrie grandisse. Puis tant qu'à parler de la Naudière, j'imagine qu'il y a une petite partie de toi qui doit être vraiment fière de voir ton bébé, ta région sur la map, puis qu'on en jase, tout ça. Parle-moi un petit peu. Ben oui, moi, à la base, je suis pas un gars de la Naudière, mais ma femme vient de la Naudière. Puis c'est drôle quand... Bon, on a parlé de Red Bull, mais quand je suis revenu dans le milieu de la bière, ben j'avais la chance, j'avais une opportunité d'aller dans une autre région. Puis là, mais on s'était dit, ah non, la Naudière, ça fait du sens, tout ça. Puis, moi, je l'aime beaucoup, cette région-là. Pour vrai, elle gagne à être connue. Puis,
C'est ça, fait que oui, je suis fier, mais on est rien qu'au début, il y a encore plusieurs choses à faire. C'est sûr que c'est fou ce qui est arrivé dans la dernière année. Oui, les gens qui s'en allaient de Montréal, il y en avait toujours, il y en a toujours eu, mais là, ça a été encore plus vite. La Naudière, c'est juste à côté de Montréal. C'est sûr que le sud de la Naudière, qu'on appelle là, Repentigny, Terrebonne, Mascouche, ça, c'est en explosion. Puis même, là, c'est en train de se rendre vers le centre, qui est Joliette, la MRC de Joliette, tout ça. Fait que c'est ça, fait que oui, nous, c'est pour ça, nous, on veut être, comme je dis souvent, la meilleure microbrasserie régionale, c'est-à-dire bien travailler avec sa région, travailler non seulement avec les autres brasseries, mais aussi avec les producteurs, puis travailler avec les gens locaux pour établir des partenariats, puis justement, continuer à développer, puis à se faire connaître. Ouais, et tu sais, on parle beaucoup de la popularité de la microbrasserie, on parle aussi de la fierté régionale, etc. Mais tu sais, parmi toutes les industries, ce que je remarque, c'est vraiment la culture de la microbrasserie, ça marche vraiment avec les Québécois. Ça cherche vraiment les Québécois. Et selon toi, pourquoi tu penses qu'il y a autant ce sentiment d'appartenance avec la microbrasserie comparé à une autre industrie? Écoute, c'est une excellente question. Moi, je pense que, comme je dis, mais je pense que, je ne sais pas si c'est tant uniquement québécois, mais je pense que les Québécois, on aime beaucoup, celui qui est petit, la belle histoire de... Le underdog? Exact. L'histoire du underdog, justement, qui se bat puis qui gagne. Fait que je pense que, puis les gens sont fiers justement, je parlais un peu du perron d'église d'avant, mais ils sont fiers de leur brasserie régionale, des gens de Percé, Pit Caribou, ça, c'est chez nous, mais c'est ça pareil, fait que je pense que c'est ça, c'est plusieurs facteurs qui font que le Québécois est fier de ça, je pense que le régional est une grosse partie, puis le fait c'est des petits qui se battent pour faire leur place. Exact. Puis je pense que moi, le mot encourager, je suis pas tant un fan de ce mot-là, parce que je trouve que c'est un peu négatif. Comme, on va t'encourager. Je n'ai pas besoin de ça. Je veux que tu la boives parce qu'elle est bonne, puis je veux que tu la boives parce que tu es fier. C'est ça. Puis que tu l'aies, ton sentiment d'appartenance à ces produits-là que l'on fait. T'sais. Mais à travers tes expériences professionnelles, soit en tant qu'entrepreneur, mais aussi en tant que dans le milieu plus corporatif, est-ce que justement la culture de la microbrasserie québécoise, est-ce qu'elle est acceptée? Est-ce qu'elle est reconnue à l'international? Je sais justement que tu parlais justement de la bière de Montréal, que c'était un de tes projets justement que tu voulais mettre de l'avant à l'international. Est-ce que justement tu as remarqué qu'il y a cette reconnaissance ou on a encore du travail à faire par rapport à ça? Je sais pas si c'est du travail à faire parce que moi, l'Ontario, pour vrai, ils font de la super bonne bière. Toronto est en avant. Vancouver aussi, ils ont des super bonnes microbrasseries. Puis l'exportation va être quelque chose de difficile à considérer pour l'avenir. Parce que, justement, on parle de fierté locale. Oui, les Québécois sont fiers de leur microbrasserie, mais les gens du Vermont aussi sont fiers de leur microbrasserie. Puis les gens du Minnesota, puis les gens de l'Oregon. Fait que, fait que là, puis il y en a beaucoup maintenant. C'est encore dur. Fait que là, si tu es vilain brasseur, puis tu t'exportes en Alberta ou en Californie, il y en a encore plein, eux autres aussi, des bières. Fait que je pense que il y a aussi, je pense qu'il y a une possibilité de ça, de se faire reconnaître. Il y a eu, je viens de me rappeler de ça, il y a 2 semaines, le site ratebeer.com qui a donné des prix. C'est des gens partout dans le monde, surtout aux États-Unis et au Canada, mais il y a 3 brasseries du Québec qui ont gagné dans différentes catégories. Fait qu'on commence à se faire reconnaître, justement, parce que mes dieux du ciel, une super belle réputation, là, parce qu'ils ont exporté avant un des premiers. Pardon. Puis, mais oui, il y a une reconnaissance, mais c'est difficile parce que l'exportation, ça fait moins. Encore une fois, il y a eu moins de voyagement aussi dans la dernière année. Fait que c'est ça. Fait que je pense que on fait de l'excellente bière. Je pense qu'il y a de quoi faire, mais c'est moins facile. Ça va être moins facile d'exporter dans l'avenir. Mais si je comprends, c'est que les prix jouent un rôle clé, ou les awards de différents comités, quoi que ça, jouent un rôle clé pour le succès international, justement, en alcool. Exemple, je prends au Québec, il y a eu je me souviens plus, je pense que c'était le gin Ungava, mais surtout pour le gin québécois, il est reconnu à l'international à cause, justement, des prix prestigieux qui a été reçu. Est-ce que c'est aussi le même cas pour la microbrasserie? Oui, il y a une certaine clientèle qui porte attention à ça. Fait que c'est sûr que oui, ça donne une crédibilité, puis ça revient encore aux médias sociaux puis aux influenceurs. Maintenant, moi, je pense en 2021, là, qui te donnent la notoriété puis qui te font connaître. Fait qu'il y a des gens de l'extérieur qui voient ça. Fait que tu as plus accès. Puis quand ils vont venir ici,
ils vont vouloir les goûter et les découvrir. Là, ça va être une recherche. Ils vont aller voir les brasseries qui veulent, qui sont reconnues, qui ont le plus de. Il y a des sites, des applications là, comme OnTap ou des choses comme ça, que là-dessus, tu vas voir que les gens rate leur bière, tout ça. Il y a des gens qui sont très actifs là-dessus, comme n'importe quelle industrie, là, comme Vivino dans le vin. Fait que, ces gens-là, ils recherchent ces bières-là. Quand ils vont venir, ils vont les goûter et les rechercher. OK. Puis si on parle aussi de, tu sais, comme on peut pas l'éviter, le vin, quand même une grande partie de l'apéro québécois. Donc les Québécois ils aiment bien leur vin, il y a des vignobles, on a plein d'assemblages aussi qui sont produits ici au Québec. Est-ce que tu vois le vin et la bière se battre un petit peu pour être dans les verres des gens ou tu vois une coexistence là-dedans? Ben, c'est sûr que, comme tu l'as dit, l'apéro, l'occasion, oui, on se bat dans l'occasion de consommation, on le regarde. Mais il y a une cohabitation, c'est-à-dire, encore une fois, je vais essayer de mettre ma pensée claire, mais c'est que, oui, mais en même temps, je pense qu'il faut qu'on focus sur qu'est-ce qu'on est. Puis justement, en faisant des produits comme ça, différentes variétés, puis que les gens soient éduqués, ils vont incorporer ça. Il y a beaucoup d'accords mets-bière maintenant qui se fait. Je pense que, moi je trouve que c'est plus difficile à marier, c'est moins évident encore. Je pense en prendre. Il y en a un petit peu qui se font, les gens qui acceptent ça, mais l'accord vin et mets est encore, ça fait tellement longtemps, tu es tellement habitué à ça, de boire ton premier vin avec ton entrée, ton deuxième vin, avec la bière, on a encore beaucoup de travail à faire pour se rendre là. Fait que oui, c'est sûr qu'on cohabite dans l'occasion, mais en même temps, c'est ça. Je pense que c'est à nous la bière, à continuer à éduquer, comme je le dis quelques fois à date. Puis il y aura un monde où les deux peuvent se partager le playground. Ben oui. Intéressant. Puis aussi, là, je jump à un autre sujet, mais tu es entouré de jeunes entrepreneurs, de jeunes gens dans tes équipes, puis c'est comme un peu une partie de ta philosophie d'encourager. Tu mentors même d'autres entrepreneurs. Tu peux nous parler de tes autres multiples projets, parce qu'il y en a d'autres, là. Ben oui. Écoute, déjà, il y a dans mon équipe directement l'alchimiste, celui qui a fait le branding, Maxime, vous l'avez peut-être vu, là, il a parti, c'est la compagnie Robin Desbas qui est passé au Dragon, tout ça, puis qui t'achète une paire et en redonne aux gens dans le besoin. Fait que je travaillais beaucoup avec eux autres sur justement s'assurer. Parce que l'entrepreneuriat, oui, tu as une idée, puis oui, let's go, on la fait, puis on essaie de la vendre, mais je pense que c'est d'aider les entrepreneurs à avoir une vue d'ensemble, puis s'assurer de ne pas perdre, pas de échapper, on a oublié de collecter. Admettons, on a oublié de faire la comptabilité comme il faut, de faire l'administration qui n'est pas souvent le fun, mais qui est nécessaire dans l'entrepreneuriat. Des grosses erreurs rookie, là. Exact. Puis je suis associé dans un barbershop, dans un salon de barbier sur Sherbrooke-Ouest, au limite d'NDG puis Westmount, ça s'appelle le WCC, le Wild Cutting Club. Je faisais juste du coaching, puis finalement, j'ai pris le bras dedans, puis maintenant, je suis devenu partenaire avec les deux gars là-bas, Jay et Dante, puis ça fait 2 ans que c'est ouvert, puis on a réussi à passer au travers de la pandémie. Là, avec eux autres aussi, eux autres, c'est leur première business, c'était vraiment important oui, c'est des gars qui coupent des cheveux, qui sont super bons, mais encore une fois, il fallait leur montrer justement les rudiments, puis s'assurer de faire la base, parce que en entrepreneuriat, moi, je le dis souvent, quand j'ai commencé, moi, j'avais, je l'ai dit, mon background tantôt, là, j'avais un MBA, j'avais travaillé pour des grandes compagnies, puis là, je me disais, OK, right, je suis prêt, mais tant que tu ne l'as pas fait, puis j'avais lu des livres d'entrepreneuriat, puis des fois, tu arrives, puis tu rencontres les obstacles d'entrepreneurs. C'est pas un cliché quand tous les livres qui s'écrivent, là, de faire attention à ça, faire attention à ça, Fait que moi, j'essaie justement d'aider. J'ai aussi une compagnie de construction aussi. Pas que je suis le pain 12 céréales, mais ça aussi avec ma femme puis 2 autres associés. Fait que mon rôle aussi là-dedans, c'est plutôt de les encadrer. Puis comme je dis, de travailler sur. Eux, ils travaillent dans le day-to-day. Moi, c'est de m'assurer qu'ils font qu'ils n'échappent pas, comme je dis. Mais aussi de voir plus loin, de s'assurer qu'il y a une stratégie, qu'il y a une direction. Parce que oui, tu peux travailler, puis let's go, mais c'est quoi le but? C'est vers où on s'en va? Parce que quand tu sais où tu t'en vas, c'est quoi ton objectif, c'est plus facile de bâtir tes stratégies après, puis tes tactiques pour y aller. Oui, c'est cliché, mais la business, pour moi, c'est pas si compliqué que ça. Tu as des objectifs clairs, après ça, tu as des stratégies pour rencontrer ces objectifs-là, puis après ça, tu as des tâches à tous les jours pour chaque stratégie.
quand tu t'en vas avec, quand tu as cette roadmap-là, ben, excusez l'expression, mais quand tu as ça, ben, après ça, c'est bien plus facile à y aller. Fait que moi, mon rôle avec les. Je suis passé ici à la Robin des Bois, mais c'est comme je l'étais, là, j'aime beaucoup ces gars-là, puis ils me le rendent bien, mais c'est plus ça. C'est vraiment plus de savoir où tu t'en aller, puis après ça, ben. Puis c'est quoi ta vision par rapport à ça? Qu'est-ce que tu en cherches? Est-ce que tu essaies de former des mini-poles un peu? Ben non, moi, pour vrai, j'ai toujours aimé ça redonner. J'ai toujours aimé, puis j'ai toujours aimé voir les gens se développer. Puis je le faisais informellement. J'ai toujours été leader dans mes équipes de sport et autres. Puis avec mes amis aussi. Là, fait que c'est pas de refaire, mais justement, comme je dis, c'est ma façon de redonner, si on veut. Puis quand j'étais on n'a pas parlé, mais j'ai travaillé pour Red Bull pendant 4 ans. J'ai fait un petit croche là, de 2013 à 2017, mais il y avait un programme qu'on avait créé qui s'appelait Under My Wing. Puis une fois par semaine, je recevais quelqu'un. Je donnais 1 heure de mon temps si quelqu'un jeune qui avait besoin de coaching ou de questions. Puis, parce qu'on avait encore plus. Là, on avait une grosse équipe chez Red Bull, vous les voyez. Là, il y a beaucoup de jeunes dans les universités qui se promènent avec des petites autos, avec des canettes dessus. Fait que je faisais ça. Puis pour vrai, j'ai vraiment eu la piqûre là. J'aime ça, donner des conseils puis voir la réaction. Puis après ça, des gens qui l'appliquent puis que ça réussit. Après ça, ben, c'est très gratifiant comme. Ouais, c'est ça. Un énorme sentiment de fierté là, qui vient de ça. Ouais, ça. Mais là, je fais une analyse de tout ce que tu dis et corrige-moi if I'm wrong, OK? Mais moi, personnellement, en voyant ton parcours, ton parcours de repreneur et aussi tous tes parcours vraiment d'application de mentorat que tu as, je pense qu'à mon avis, une de tes plus grandes forces, c'est vraiment que tu es un excellent évaluateur d'opportunités. Exemple, je te fais quand même une bonne similitude avec Gary Vee. Parce que Gary Vee, c'est ça qu'il dit à travers toutes ces applications. Il dit, mais tu sais, moi, ma plus grande source de fierté, c'est que le fait que je reconnais très bien les bonnes opportunités. Et je pense que pour toi, à la fois pour les futurs entrepreneurs que tu vois, mais aussi pour les projets d'affaires que tu as, c'est que tu sais comment évaluer les opportunités chez les personnes, mais aussi chez les business. Et quand tu fais la corrélation pour toi, à savoir ton implication pour les jeunes entrepreneurs, puis aussi être un repreneur avec l'alchimiste, quelle est un peu justement la corrélation à la fois psychologique et aussi la corrélation dans le domaine des affaires que tu vois en toi? Gary Vee, en passant, qui est Gary Vaynerchuk, Oui. Betty Wines. Nous, on est avec C'est comme, si vous écoutez ce podcast, j'espère que vous écoutez Gary Vee, mais sinon, c'est une mine d'or pour tout ce qui est entrepreneuriat, tout ce qui est en termes de développement personnel, etc. On vous invite formellement à ce que vous l'écoutez parce que ça, c'est un must. Bref, à toi. Non, mais je trouve que tu l'as très bien dit par rapport à je saisis les opportunités, mais comme, encore une fois, j'ai pas, on dirait que je réfléchis en même temps de me dire, ben, pourquoi je l'ai faite, celle-là ou celle-là versus un autre, mais le lien, moi, je pense qu'encore une fois, c'est une opportunité. Il faut que le jeune entrepreneur que je m'entende, moi, souvent, si je vois pas la drive, et parce que à un moment donné, c'est toi, moi, souvent, you make your own bed, c'est toi qui réagit, puis qui prend des décisions, puis qui applique. Si t'es pas réceptif, puis tu fais à ta tête, ben moi, j'embarquerai pas. Fait que oui, au début, ça s'est fait comme ça. C'est des opportunités qui sont faites. Là, j'ai aussi d'autres projets qui s'en viennent. Puis, j'ai pas fait... assez encore. Pardon? T'en avais pas assez encore. Oui, c'est ça, exact. Mais je le fais pas. C'est drôle parce que des fois, tu te dis... il y en a qui sont vraiment money-driven. Oui, on veut faire de l'argent dans la vie. Oui, on est en business. Mais en même temps... comme je t'ai dit tantôt un peu, Louis, je retire beaucoup de satisfaction à faire ça. Un barbershop, c'est pas avec ça que tu vas te rendre multimillionnaire. Mais moi, je trouve ça cool. J'aime ça être avec les jeunes. Ça aide aussi quand je fais des test groups avec les bières. Fait que moi, j'aime. Puis j'ai beaucoup de satisfaction. Je vois les jeunes je le vois déjà en 2 ans, comment les gars se sont développés. Fait que là, on a d'autres projets. Ce barbershop, c'est un, mais après, il y a d'autres projets. Fait que moi, j'adore ça. Fait que c'est ça, je trouve que. C'est ça, les opportunités sont là, mais il faut que tu les fasses en lien avec tes valeurs aussi, puis avec la satisfaction que tu retires aussi. Il y en a qui sont drivés juste par l'argent, fait qu'ils vont faire des tech, des software, whatever, c'est quoi. Juste des affaires, il faut que ça paye tant pour faire embarquer. Moi, je suis pas là. Moi, j'y vais par passion. Puis, vraiment intéressant. Ouais. Mais dis-moi un peu ton époque, parce qu'exemple, moi et Louis, souvent on parle de l'entrepreneur en général. Tu sais, Louis, évidemment, avec Studio Machiavel, tu es définitivement un entrepreneur, tandis que moi, je me considère, j'aimerais éventuellement devenir un repreneur. Yep. Donc, c'est quoi, justement, un peu, selon toi, les pros and cons de chacun, puis de chaque parcours, et à partir, évidemment, de tes expériences personnelles? Ouais. Écoute, excellente question. J'en ai souvent discuté de ça. Parce que les entrepreneurs, c'est dur de partir quelque chose de scratch, pour vrai, parce que
t'as aucune idée, il n'y a pas de structure, puis là, tu y vas, puis tu y vas au meilleur avec ton entourage, au meilleur de tes connaissances, puis let's go, on essaye, tu sais. Puis souvent, ben, c'est ça, souvent, tu te perds parce qu'il y a quand même beaucoup de paperasse, tu sais, c'est plate à dire, mais dans l'administration, tu sais, le gouvernement, t'as le gouvernement fédéral, le gouvernement provincial, tu sais, des fois, tu vas voir des entités locales, là, tu sais, le SAGE ou les centres locaux de développement et tout. C'est facile de Puis- s'y perdre là-dedans. C'est ça, c'est facile de se perdre. Puis, tu sais, les gens vont dire, ah, mais il y a telle subvention, tu peux aller chercher parce que tu as une nouvelle entreprise. Mais là, tu checkes, là, tu n'as aucune expérience. Fait que là, tu passes du temps là-dessus, 1 heure, 2 heures, 3 heures, puis là, tu en trouves une. Puis là, OK, puis là, tu remplis back and forth, tu n'as pas les bonnes affaires. Mais là, tu as passé comme une semaine à faire ça pour avoir 2-3 000 $, 2 000 excusez. Mais pendant ce temps-là, tu n'as pas passé ton temps à développer ton entreprise. Fait que c'est ça le danger d'un entrepreneur, je dirais, versus un repreneur. Que moi, c'est drôle que tu me poses cette question-là parce que avant d'avoir la possibilité d'être chimiste, j'ai eu la réflexion de me dire j'aimerais ça avoir une opportunité de reprenariat, mais dans n'importe quelle industrie. J'aimerais ça parce que je me disais c'est un beau challenge d'avoir une entreprise qui est soit en déclin ou un entrepreneur qui veut prendre sa retraite. Ou, fait que tu as une base puis tu l'amènes à l'autre étape. Fait que moi, comme vous avez mon background, là, j'ai pris des défis puis je les ai montés. Mais j'ai eu la chance, encore plus, je suis vraiment chanceux, d'avoir dans mon industrie, puis avoir un brand qui est en train de décliner, puis avec une culture d'entreprise qui était quasiment absente, puis tout ça, fait qu'on a réussi, que j'ai pu reprendre puis remettre ça sur les rails, tu sais. Mais le reprenariat, c'est une autre chose parce que tu as déjà des structures en place, tu as déjà, souvent des employés, tu as souvent, puis tu as souvent une succession, fait que tu as un mentorat, comme moi, l'ancien propriétaire, on a beaucoup on a négocié pendant 14 mois, fait que on en a parlé beaucoup, tu sais, de tout ça, puis fait que c'est ça la différence, moi, je trouve, une grande différence. Mais les deux, tu sais, moi, je dis souvent, quand tu es jeune, tu sais, si tu veux y aller, vas-y. Mais tu sais, si tu es rendu à 30, 35 ans, puis tu as une job, mettons, quand même, c'était télé, le middle manager, mettons, c'est dur de lâcher ta job pour devenir entrepreneur, de lancer dans l'inconnu. Tu sais, fait que moi, je dis souvent, ben, aujourd'hui, ben, fais-les ton projet, parler on the side. Parce que être entrepreneur, tu le fais, c'est très gratifiant quand tu réussis. Puis c'est toi qui bâtis ça de rien, d'une idée. Puis là, après ça, ça se développe. C'est super gratifiant, mais c'est aussi, ça peut être très difficile parce que ça peut être stressant. Exact. Parce que des fois, tout le monde te donne plein de conseils. Après ça, c'est de savoir c'est lesquels les bons et lesquels t'appliques, puis justement l'utilisation de ton temps, parce qu'après ça, c'est pas mieux de travailler 70 heures par semaine, puis se perdre, puis faire un peu n'importe quoi, alors que si tu fais des bons gestes, mieux structuré dans un bon nombre d'heures, ça va être plus efficace sûrement. C'est vraiment intéressant parce que souvent, c'est un clash pour beaucoup d'entrepreneurs ici au Québec, à savoir que, est-ce que c'est trop tôt pour que je lance une affaire? Ou souvent, parfois, c'est peut-être un peu mieux justement d'aller dans le milieu corporatif. C'est une très bonne école, parfois, à apprendre justement les rudiments, c'est quoi ton réseau de contact, etc. Et quand l'opportunité sera bonne, elle va venir vers toi naturellement. Parce que souvent, quand on a parlé dans une de nos anciens épisodes, mais on idéalise souvent le lifestyle d'être un entrepreneur. Mais souvent, qu'est-ce qui apporte le plus de succès, c'est justement potentiellement de devenir un repreneur parce que tu sais évaluer une bonne opportunité à cause de ton background d'affaires. Donc parfois, comme tu l'as dit, peut-être que potentiellement avoir ton 9 à 5 dans un milieu comme très, très prestigieux, etc., c'est peut-être plus une valeur ajoutée au lieu que ce soit « Ah non, je vais abandonner le 9 à 5 » mais peut-être que c'est peut-être mieux que ça complémente ton affaire, ton expérience d'entrepreneur. Oui, mais tu sais, ça dépend aussi de ta personnalité, parce que moi, j'ai fait les deux à peu près la moitié de ma carrière. J'ai fait autant d'entrepreneuriat que du corporatif. Puis, je dis souvent, malheureusement, les entrepreneurs, il faut que tu sois prêt. Il faut que tu sois prêt à, justement, parce que tu apprends un peu par toi-même. Si tu as un bon support system, des mentors, tout ça, mais versus le corporatif où tu as des trainings, tu as des équipes, tu as une structure déjà en place. Au Québec, moi, je suis souvent la personne qui est le mieux vue, c'est le directeur chez Bell, comme je dis souvent, parce que c'est un gars, il a une bonne job, il est corporatif, tout ça. Puis l'entrepreneur, des fois, au Québec, tu es vu comme si tu réussis, ben, excusez mon accent, mais c'est parce que t'es un crosseur. Non, parce que c'est difficile pour vrai, pour quand tu commences moi, je dis souvent aux entrepreneurs, ben, ramasse ton argent. Parce que si tu pars dans ton entreprise et tu as besoin d'une mise de fonds, mettons, de 50 000, si tu as
un support system autour de toi, du love money, tant mieux. Mais pour aller chercher de l'argent aux entités gouvernementales ou les banques, c'est comme, il y a tellement de paperasse à faire, puis d'abord, c'est une bonne affaire parce que c'est l'argent du gouvernement, c'est des taxes, c'est notre argent, mais c'est beaucoup, beaucoup de travail pour aller chercher un petit peu d'argent. Fait que, puis des fois, après ça, ils te demandent des rapports, puis des rapports, puis des rapports, puis quand t'es pas, ça je disais tantôt, quand t'es pas prêt à ça, ben ce que ça fait, c'est que tu passes 50% de ton temps à remplir des rapports, puis à donner des comptes rendus versus développer ton entreprise. T'sais. Fait que des fois, c'est le danger qui guette. Tu sais, quand les gens te disent « Ah, il y a de l'argent disponible pour telle affaire, mais en même temps, tu sais, moi, ma leçon, parce que moi, je l'ai vécu, là, j'ai essayé, premier projet de bière, j'ai essayé de partir trop tôt, trop vite, puis je l'ai appris, puis pour vrai, j'avais perdu de l'argent, puis je me disais « Ah non, ça m'arrivera pas, moi, j'ai un MBA, puis j'ai tout ça, mais... » Je me disais que ça allait marcher, mais j'étais allé trop tôt, trop vite. Puis quand je parle de l'histoire des banques, ben je l'ai vécu. Puis je faisais rien que ça, donner des comptes rendus aux banques. Parce que la première année, j'avais prévu que c'était déficitaire. Mais eux autres, ils veulent pas avoir des années déficitaires parce qu'ils te prêtent de l'argent. Fait que c'est ça. Fait que c'est vraiment pas une fine line, mais il faut vraiment bien évaluer par rapport à c'est quoi ton entreprise que tu veux partir comme entrepreneur. Fait que, puis bien évaluer la trajectoire que tu veux prendre, puis l'argent, l'investissement que tu mets au début. Effectivement. Intéressant. Puis ça, c'est un premier bon conseil, je pense, pour les entrepreneurs qui se lancent. C'est ça. Mais c'est pour les entrepreneurs, le podcast. Right? Ouais, exact. Donc, tant qu'à y être, on rentre pas mal dans la section du pain sur la planche. On commence avec un premier conseil, mais aurais-tu d'autres conseils aussi pour le futur entrepreneur qui s'en viennent avec toute ton expérience, ou les repreneurs aussi, même, qui l'ont en tête? Ça, comme j'ai dit, tu sais, c'est ça. Moi, mon plus gros conseil, c'est. J'en ai plusieurs là-dedans, mais tu sais, je l'ai dit un peu. Tu sais, c'est sûr que de travailler ton plan d'affaires, tu sais, c'est important de le faire. Tu sais, c'est sûr que d'avoir ton idée puis ton idée claire, puis je dirais même de trouver des gens autour de toi pour le bouncer ton plan d'affaires, pour être sûr que, justement, soit des mentors, soit des ressources comme ça. Moi, je pense que c'est bien plus ça la valeur pour être sûr, justement, que tes objectifs sont clairs, que tes stratégies sont claires, puis où tu t'en vas. Fait, parce qu'après ça, tu as un roadmap, tu as ta carte pour y aller, tu sais. Fait que versus t'en aller dans toutes les directions. Mais la contrepartie de ça, c'est vas-y aussi. Parce que, tu sais, encore une fois, moi, je suis un gars stratégique, mais je suis un gars d'exécution. Puis il y a quelqu'un qui m'a fait un compliment. L'ancien propriétaire m'a dit, l'ancien propriétaire de chimiste m'a dit, moi, je te vends la brasserie parce que, Paul, ta plus grande qualité, c'est ce que tu dis, tu le fais. Puis je prends un grand pride de tout ça. Fait que, tu sais, je suis pas là en train de dire, je vais faire tel projet, Tu sais, je suis plus, on les exécute. Fait que ça, c'est un, mais en même temps, tu sais, parce que tu peux faire ton projet, tu peux avoir ton plan d'affaires, mais si tu veux-tu, après ça, c'est peut-être dans 5 ans, tu vas dire, moi, j'avais un projet, je voulais faire ça. Tu ne l'as pas fait. Fait que, tu sais, parce que ton plan d'affaires, tu peux ton idée, tu peux la peaufiner pendant des années, parce que ça ne sera jamais parfait. Parce qu'il y a toujours une virgule ou un mot, une phrase, puis on pourrait faire ça. Mais à un moment donné, je pense que l'important, c'est d'avoir un bon roadmap, excusez l'expression que je répète, mais en même temps, après ça, c'est de partir, puis de l'exécuter, puis de commencer, parce que c'est comme ça que tu apprends. Puis, tu sais, quand tu as 25 ans, puis tu commences, ben c'est sûr que de penser que tu vas avoir 45 ans, ça arrive même pas. Là. C'est même pas dans ta tête à ça. C'est même dans ta tête. Mais tout ce que tu fais présentement, c'est que tu fais une fondation pour la suite. Fait que, tu sais, j'en reviens pas encore que je suis rendu ce gars-là, parce que tu dis, ah non, moi, je vais toujours être jeune, mais tu sais, c'est ça, tu fais des gestes qui bâtissent la suite. T'sais. Fait que, essaye avec des risques qui peuvent être calculés aussi, mais tu sais, c'est allez-y, tu sais, parce que si tu hésites, après ça, tu dis, j'aurais dû, puis là, tu n'as pas appris. Fait qu'il y a des choses, moi, je pense que, c'est ça, c'est que c'est le mindset, ça, il faut que tu ailles quand tu es dans la vingtaine, je pense que, c'est pour ça que moi, j'aime ça, des jeunes qui se battent des projets on the side, qui partent, puis qui apprennent, ou qu'on l'essaye, puis c'est pas trop, peu importe le montant d'argent que tu mets pour partir, parce que si tu t'en fâches, écoute, c'est pas plus grave que ça. Pas que c'est pas plus grave que ça, tu sais. Moi, je m'étais dit, le premier projet, j'ai parti, j'ai dit, si je fais faillite, au moins, je l'aurais essayé. J'étais chanceux, j'ai pas fait faillite. Mais j'aurais bien pu. C'est bien pire passer jusqu'à la fin de tes jours puis te dire, j'aurais dû. Il n'y a rien de pire que ça, je pense, comme feeling. Pas que je le connais, mais qu'on. Vraiment. Oui, moi, je vais dire que oui, parce que le projet de la MTL, qui est la bière de Montréal que j'avais faite, j'ai eu l'idée.
Puis je me disais, je veux pas être ce gars-là. Je veux pas être ce gars-là que dans 15 ans, genre, moi, j'avais une idée. Tu sais, c'est ça. Fait que, tu sais, moi, je pense que c'est ça, la vie, c'est faite pour essayer. Puis c'est comme ça que tu apprends. Parce que, tu sais, sinon, ben, tu restes sur le sideline. Puis au lieu d'être dans l'action. C'est ça. C'est littéralement le FOMO. Quoi. Exact. Il faut tomber pour apprendre à voler. Ouais, exact. YOLO aussi. Ouais, YOLO. Et si je posais une question, c'est la première fois que je pose cette question-là. J'en reviens même pas que je pose cette question-là. Peut-être que c'est à cause de la California Style à pied de vilain excellent qui m'inspire cette question-là. Mais selon toi, Paul, est-ce que le Québec est maintenant né pour un gros pain? Je pense qu'il s'en vient. OK. Je pense qu'il s'en vient. Il y a pas la nouvelle génération, mais je pense que on a beaucoup de. Tu sais, moi, j'entends beaucoup. C'est un bon petit Québécois. Le petit Québécois, moi, ça me brûle d'entendre ça. Parce que je me dis, ça vient sûrement de la génération d'avant, des vieilles histoires de religion et autres, là, ou de bataille d'anglais et français. Mais. C'est fou que c'est encore dans notre vocabulaire aujourd'hui, le petit Québécois, qui, on parlait du underdog tantôt, qui réussit tout ça, mais alors que non, ce qu'on fait ici, c'est hot, là, on est aussi bon que n'importe qui. On a quelques grands succès, comme le Cirque du Soleil et autres, mais maintenant, on a des entrepreneurs comme Mitch Garber, des gens comme ça, je pense qu'ils inspirent une génération d'entrepreneurs. Je pense qu'il y a un switch ou il y a un virement de direction, de méthode, de façon de penser qui est en train de s'opérer. Moi, je pense. Moi, j'ai confiance au Québec. Je suis revenu ici après 8 ans d'absence, puis je pensais pas revenir. Puis au début, il y a des jours que j'étais comme... Mais là, je l'embrasse, l'embrace, cette province-là. Moi, je pense que oui... ce qui est dur, c'est qu'on aime ça chialer. Ouais, puis, c'est juste qu'il faut se mettre... Il faut continuer, je pense, à un podcast comme le vôtre que j'adore, que je trouve l'idée, c'est super le fun. Il faut faire ça, il faut continuer à parler puis à inspirer des gens parce que, encore une fois, le power is in our hand. C'est pas de... Dans le fond, c'est à nous de décider si on veut le prendre le gros pain. Mais moi, je pense que oui. Mais on n'est pas rendu... je suis pas la réponse n'est pas à 100%, mettons. Mais c'est ça qu'on a dit à la première épisode de la saison 2, c'est que je pense que ce changement de culture... Ça, c'est vraiment pour finir la conversation, évidemment, mais ce changement de culture qu'on a, il faut qu'on soit reconnaissant que c'est à travers nos entrepreneurs qu'on a. C'est à travers, exemple, ton parcours à la tienne, que justement, que tu fais plusieurs projets, etc. Et parfois, il y a plusieurs personnes qui sont comme « Ah, ça peut too much » ou « T'es too much ». Mais à la fin, tu fais partie du mouvement qui change la culture québécoise. Est-ce que finalement, on accepte cette ambition-là, puis on accepte justement d'être fin de succès? Je prends beaucoup nos clichés, là, en ce moment. Tu fais des bons liens. Mais c'est vraiment ça. Puis pour de vrai, c'est pour ça que le balado qu'on fait, c'est vraiment juste pour mettre de l'avant ton parcours, etc. Parce que je pense que c'est extrêmement inspirant. Puis je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent vraiment relate à travers ça. Donc, vraiment un énorme merci de faire partie justement de cette culture-là. Wow. Sur ces belles notes, je pense qu'on va conclure le balado. Ouais. Puis, est-ce que tu voudrais dire quelques mots à la caméra, peut-être? Ton moment de gloire, là. T'as la caméra devant toi, t'as 1 minute, pitch tous tes projets. Et je pense que t'as tellement de projets que ça prend plus qu'une minute, mais time is yours. Non, je pense pas que je veux pitcher des projets. Je pense que vous avez un peu compris le parcours. Si ça vous tente d'avoir du fun, venez travailler chez nous. Mais je vous invite à venir nous voir pour vrai cet été quand la situation va nous le permettre, mais on a bâti un super beau centre de dégustation, puis vous allez tout comprendre ce qu'on fait, ce que je vous ai expliqué dans les dernières 45 minutes, parce que même au travers de notre salon de dégustation, avec nos visites de brasserie, je veux notre équipe qui va communiquer notre passion pour la bière, puis c'est ça, puis nos produits, puis notre région. Si vous avez des questions pour l'entrepreneuriat, ben vous me trouverez en quelque part sur les réseaux sociaux, puis ça va me faire plaisir de vous répondre. Définitivement. Wow. Et si, à notre tour, faire le pub pour toi, mais regarde, on va procéder la caméra pour ça. Yeah. Si vous voulez des vilains, si vous voulez des Broken Seven, si vous voulez des alchimistes, on peut retrouver dans tous les différents succursales, etc. Faites vos recherches. Vous pouvez aussi aller à Eho Brasserie, proche du métro Jarry, le headquarters, c'est d'abord que tu mets en tête. Non, les Eho, on fait des produits là, sur Jarry. Le Helm, c'est... le Helm. Ouais, c'est ça, exact, sur Bernard. Moi, j'ai oublié de le dire que je suis associé là. Non, mais t'as ton projet que tu veux faire. Mais vraiment, si vous voulez avoir des bières de qualité, je pense que moi et Louis, on a eu la chance d'en profiter un petit peu.
On le valide. On s'excuse aussi pour toutes les rots pendant le podcast. On a quand même bu beaucoup de bière. Mais tu sais quoi, ça en vaut la peine. Et honnêtement, si je peux faire mon test qualité, je donne un 10 sur 10 et ça Merci. conseille définitivement. Merci les gars, super apprécié. Merci d'être venu. Merci beaucoup. Et c'est déjà la fin de l'épisode. On tenait à te remercier d'être un affamé, d'être un fan du balado Né pour un gros pain et de croire en notre mouvement. On a beaucoup de nouveautés qui s'en viennent pour toi cette saison et on espère que tu resteras à l'affût. Sur ce, on se revoit très bientôt pour un prochain épisode.